Bon, alors, tu sais, quand j'étais petit, je regardais Lunettes Noires pour Nuit Blanche en cachette quand mes parents étaient sortis. Et à chaque fois, ils rentraient pile au moment où tu demandais à Françoise Hardy si elle préférait se faire défoncer par un porc, un âne ou un chien. Et je me faisais déboîter la gueule, donc je te dis pas merci. Non, c'est vrai, Françoise Hardy, elle a été victime des questions cons, ouais. C'est très con comme question. Attention, Coco, on est trop long. Je chante et c'est à toi. Hein. Bon, Thierry, enfin. 100 Tomcast. Ouais, il aura fallu 100 Tomcast pour qu'on se rencontre enfin. Mais je t'attendais, je me disais, mais comment est-ce qu'il va venir me voir un jour? Ouais. Bah, maintenant que tu es là, t'es en face de moi. Ouais, c'est bien, t'es sur la bonne voie. Bon, alors du coup, j'ai enfin un mec valable à qui poser cette question. C'est quoi une bonne interview, Thierry? Une bonne interview, c'est quand on tombe sur la bonne longueur d'onde, voilà. C'est-à-dire que c'est une question de jargon. Pour que la complicité naisse, il faut qu'il y ait un jargon. Il faut que tu emploies les mots que le mec emploie dans son milieu. Et puis ensuite, il faut de l'empathie. Moi, quand je fais des interviews dans Salut les Terriens, quand je fais la 3e partie, là, sur les témoignages, il y a des fois, il faut arrêter l'interview parce que je pleure. On arrête, on coupe, on m'essuie les yeux et on T'es sûr que c'est pas parce que tu transpires? Non, parce que je transpire pas, parce que j'ai des souffleries d'air dans la gueule. Ouais. Ah, il y a du matos à Canal, hein. Ah, il y a du matos. Et non, mais des fois, je pleure, quand je fais la 3e partie. Donc c'est pour te dire, là, c'est le summum de l'empathie. Putain, Ardisson qui pleure. Ardisson qui pleure. Ça vaut cher, tu l'as pas mis ça sur ton site thierryardisson.fr? Non, mais on pourra, la prochaine fois que je pleure, on le gardera, si tu veux, on te le montrera. Avec plaisir, ouais, je veux voir Thierry Ardisson pleurer, moi. Il y a des choses qui m'émeuvent, tu vois. Il y a un cœur sous le costume noir. C'est vrai? Ouais. Wow. Bon, on va essayer de balayer un peu ce soir les deux faces de l'homme en noir, parce que d'un côté, t'es assez ambigu finalement, quoi. Parce que d'un côté, on a un homme ultra créatif, un provocateur cultivé, un intervieweur de talent, un homme de culture. Moi, je pense à Rive Droite, Rive Gauche, qui est des émissions cultes. Tout le monde a été très surpris quand j'ai fait cette émission. Ouais. Et d'un autre côté, on a un homme de plus en plus controversé, et on essaiera de parler un peu des points noirs de l'homme en noir. Pas des points noirs. Non, pas sur la gueule. D'accord. Les points noirs de l'homme en noir. D'accord. J'essaie de faire des formules un peu comme toi. J'ai bossé un peu dans la pub aussi, moi. Oui, ça se voit. Alors justement, parce qu'on parle de la pub, tu as commencé dans la pub. À 19 ans. Dans les années 70. Ouais, je suis venu à Paris en 69. Et à l'époque, on trouvait facilement du travail. C'est-à-dire, je descends les Champs-Élysées et je vois écrit BBDO, agence de publicité. Je suis monté, ils m'ont engagé. Alors peu de gens le savent, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui nous regardent, mais ta pub la plus connue, c'est quand même Ovomaltine. Oui, enfin, ce qui est très connu, ce sont les 8 secondes. C'est-à-dire qu'en fait, on a été les premiers dans cette agence qui s'appelait Business à faire des films de 8 secondes. Donc du coup, d'où le 8 secondes. Parce que moi, j'ai pas de magnéto-serge, donc il faut la faire, quoi. J'ai 8 secondes pour vous dire qu'Ovomaltine, c'est de la dynamique. Voilà. Ça a été le gros succès. Il y a eu Amen, Chaussée aux moines. Amen. Il y a eu Vas-y Vaza. Il y a eu beaucoup de merde aussi quand même. Hein. Que des merdes. Ah mais franchement, alors ça va de Pantashop à Meubles d'Arnal en passant par Ferinel, propriétaire à la mer. Avec la grossesse. Ouais, je fais le tour du propriétaire. Je fais le tour du propriétaire, c'est à la montagne. Double Marnal, Meubles d'Arnal, double Marnal. Ouais. Qu'est-ce que tu serais devenu Thierry si tu étais resté dans la pub, à part riche? Je suis devenu un junkie parce que la finalité de la pub, si tu veux, c'est qu'à force de faire de la pub pour des yaourts, tu as du fromage blanc dans la tête, quoi. Moi, je me suis beaucoup drogué dans la pub. Et quand j'ai quitté la pub, je me suis beaucoup moins drogué. Tu veux dire que ce que raconte Frédéric Becbédé dans 99 francs, c'est vrai? C'est vrai. Non. Vrai. Eh oui, c'est vrai. Mais la différence entre Frédéric et moi, c'est que Frédéric, il n'a pas utilisé... Moi, j'ai utilisé la pub comme une grande école. En fait, la pub, c'est ce qui m'a formé, c'est ce qui m'a appris mon boulot de concepteur de produits culturels, qui est mon seul vrai métier. Frédéric, il l'a mal vécu, oui. Mais ce qu'il raconte sur la drogue dans la pub, c'est vrai. Alors, je me suis plongé dans ta vie, ton œuvre, et c'est vrai qu'on peut rendre hommage à thierryardisson.fr, qui est un véritable mausolée de ton vivant. Dessus, il y a tout. Il y a tout. Il y a tout, c'est impressionnant. Ça va justement des pubs pourries pour Ferinel et Meubles d'Arnal aux meilleures interviews. Alors, ça va de John Cale à Keith Haring, que personnellement j'aime beaucoup. C'est la première fois que je vais une interview de lui. Ça va, t'as les Gainsbourg, les Bachung, à grande époque, Lunettes Noires, les meilleurs moments de Tout le monde en parle. Et en regardant tout ça quand même, et puis surtout en lisant un peu tous les interviews que tu as données dans les différents médias, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de frustration tenace en filigrane de tout ce succès. Et cette frustration, je trouve qu'elle se résume parfaitement dans une phrase que tu lâches dans ton autobio Confession d'un baby-boomer. Tu dis « Le climax, c'est-à-dire le point culminant de ma vie, c'était mon passage à apostrophe pour la sortie de Louis XX. Putain, Thierry, c'était en 86, quoi. Oui, c'était en 86. C'est pas un peu les boules d'avoir son point culminant en 86? Non, parce que j'ai eu d'autres climax et j'en aurai d'autres. Quand je montrais les marches à Cannes pour un film que j'aurais produit, ça sera un nouveau climax. Mais c'est vrai que j'ai commencé en écrivant des bouquins et j'ai continué à écrire, mais j'en ai pas fait mon métier principal.
Et c'est vrai qu'en 86, c'est une heureuse surprise parce que j'ai fait un livre sur les Bourbons de la branche aînée au 19e siècle, donc tout le monde m'a dit évidemment tu vas en vendre 2. Et j'en ai vendu 100 000 et j'ai fait pivot. Et ça m'a super fait plaisir d'avoir du succès avec un livre aussi inattendu. Et ça, j'ai l'impression que c'est un peu un truc qui obsède une bonne partie des animateurs, c'est cette reconnaissance intellectuelle, d'être reconnu par Le Monde, par la Libé, par les uns à Rock. Tu sais, moi j'ai bossé un peu avec Guillaume Durand, et son obsession, c'était, il préférait avoir 2 lignes dans Le Monde ou les uns Rock, plutôt que 5 pages dans Paris Match ou dans Le Figaro, tu vois. Parce que c'est un métier qui n'est pas considéré en France, c'est-à-dire que c'est un métier un peu... En plus, c'est vrai, personne à l'âge de 5 ans va te dire quand je serai grand, je vais être intervieweur. Tu vois, c'est pas un vrai métier. Les gens qui sont là, c'est toujours un peu par hasard. Et puis les animateurs, c'est un peu les punching balls nationaux. Il est de bon ton de les critiquer, de les vanner, les gens les haïssent et les aiment, ils savent pas très bien en fait. Et c'est vrai qu'il y a toujours l'ambition d'être reconnu. Finalement, il y a quand même un pubard qui a réussi à devenir un écrivain reconnu et connu, c'est Bec BD. Ouais. T'es jaloux de lui ou pas? Je suis pas jaloux parce que je pense pas que j'ai son talent littéraire. Et Frédéric a beaucoup sacrifié justement à la littérature. C'est quand moi je me suis aperçu de ce que c'était d'être écrivain, j'ai pas voulu le faire. Toi, ce qui t'intéressait, c'était le pognon. Le pognon. Ouais. Moi, ce qui m'intéressait, c'est d'aller à New York. Ça, au moins, c'est cash. Aller en New York en Concorde, dormir à l'hôtel Pierre, aller en vacances aux Maldives. Oui, ça c'est. J'avoue que peut-être parce qu'on vient pas du même milieu. Moi, je viens d'un milieu populaire où il n'y avait pas beaucoup de blé. C'est vrai que lui, il avait déjà du pognon à la base. Lui, il avait de l'argent. Enfin, dans sa famille, il y avait quand même un certain niveau de vie. Donc, il n'avait pas la même revanche à prendre. Moi, j'avais vraiment envie d'avoir du blé, quoi. Et c'est vrai que la littérature, je pense pas que ça en apporte autant que la pub ou que la télé. Donc, c'est pour ça que j'ai beaucoup sacrifié la littérature. Comme Gainsbourg, j'ai retourné ma veste et été doublé de Vison. On va arriver dans la partie un peu moins détendue de l'interview, les points noirs de l'homme en noir. Ouais. Je vais te taquiner un peu, il y a un truc que j'ai jamais compris chez Ardisson, c'est pourquoi est-ce que toutes tes émissions sont montées? Est-ce que c'est parce que t'as pas les couilles d'affronter à la loyale tes invités? Non, c'est pas ça. C'est que c'est comme au cinéma. Quand on tourne un film, on diffuse pas les rushs. Quand un journaliste de presse écrite nous interviewe, on dit plein de trucs, ça se termine en général sur 1 ou 2 pages. C'est-à-dire qu'en fait, le principe, c'est de montrer aux téléspectateurs ce qu'il y a de mieux. Donc chaque émission a déjà un petit best-of en soi. Et c'est vrai, quand on parle, les gens, souvent, on leur pose la question une fois, ils répondent pas, on leur pose une 2e fois, ils répondent pas, on leur pose une 3e fois, ils répondent. Donc on prend la première fois qu'on pose la question, la dernière fois qu'ils y répondent. C'est juste pour donner aux gens un produit, le meilleur produit possible. Mais est-ce que tu comprends quand même qu'un Laurent Gérard, qui est ton grand copain, puisse déclarer dans Télépoche, Ardisson coupe au montage, il est méchant et malhonnête? Je coupe au montage quand c'est pas intéressant, encore une fois. Oui, si les gens me répètent 3 fois la même chose, je vais pas le garder 3 fois. C'est quand on achète un steak, on n'achète pas un bœuf. Tu peux être honnête 2 secondes, s'il te plaît? Oui. Imagine un mec qui, par miracle, serait plus spirituel que toi sur le plateau. Oui. Qui te balance une putain de vanne, qui te déstabilise un peu. Non, je les tu coupes. Non, je coupe pas, justement. Et il y a un moment, comme il y a eu... T'as des exemples où tu t'es vraiment fait un peu Oui, il y a niquer, des exemples. Comme il y avait pas mal... Bafi, dont ouais, mais Bafi, c'est ton pote. Attends, personne n'est dupe. Il me vannait méchamment. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, c'est pas ça. La preuve, c'est qu'à un moment, on gardait les moments où je me trompais. C'est-à-dire que justement, pour montrer que c'était pas une façon de me protéger, on montrait quand je me gourais, même encore samedi dernier dans Les Terriens, il y a un moment où je fais 3 fois la phrase et on a gardé les 3 fois. Ouais, mais ça, c'est fait exprès pour justement montrer, pour faire oublier aux gens que... Et puis ce qu'il faut savoir, mon cher Thomas, aussi, c'est qu'aujourd'hui, de toute façon, moi, on me parle toujours de ça à moi, mais si tu veux, toutes les émissions sont montées. Il y a, à part le Grand Journal de Michel Denisot, il n'y a pas une émission en direct. Fogiel, il faisait ses émissions en direct. C'était en direct, mais ça n'existe plus. Bon, il y a un autre point aussi qui t'est souvent reproché, c'est ta fascination pour les extrêmes, notamment l'extrême droite. Et c'est vrai qu'en ce moment, je pense que ça n'a pas pu t'échapper. Marine Le Pen est au top, elle cartonne, tout le monde la voit au 2e tour. C'est pas un peu de ta faute, ça, parce que t'as laissé dire tellement de trucs sur tes plateaux. Non, il y a 2 choses d'abord. D'abord, je suis pas fasciné par les extrêmes et je suis pas fasciné par l'extrême droite. Enfin, si on fait la liste quand même de tous les interviewés que t'as reçus, tu vois, tous les Dieudonné, les Tariq Ramadan, les extrêmes de mon principe, ça a toujours été, a fortiori sur le service public, de donner la parole à tout le monde. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas un filtre, je ne suis pas un juge, je n'invite pas que des gens qui sont d'accord avec moi. Et je me souviens de Finkielkraut, il avait déclaré ça, il avait dit, bon, on peut dire ce qu'on veut d'Ardisson, mais moi, en tout cas, chaque fois que je sors un livre, il m'invite. Alors que le Nouvel Obs, s'ils ne sont pas d'accord avec mon livre, ils ne m'invitent pas. Moi, je suis toujours parti du principe que tout le monde avait le droit de s'exprimer. C'est-à-dire, c'est la fameuse phrase « Je ne partage pas vos idées, mais je suis prêt à mourir pour que vous puissiez les exprimer ». Moi, si tu veux, j'ai jamais choisi à la place du public. Je pense que le public est assez intelligent pour choisir et pour comprendre. Donc moi, je montre des choses et puis les gens, ils aiment pas, voilà. Mais dans mes émissions,
de toute façon, ça aurait été interdit, mais il n'y a jamais eu de propos extrémistes. C'est vrai que j'ai invité, par exemple, on m'a reproché Éric Zemmour, moi j'ai regardé l'émission, il y a quand même une complaisance qui est... Enfin, comment ça se fait que tu le reprennes pas, que tu le relances pas sur ce qu'il a dit C'était quand même un peu bizarre cette phrase d'Éric Zemmour, et on te voit derrière ta table te gosser, je te jure, on a l'impression, putain c'est bon là, j'ai fait 25 points d'audimat. Pas du tout, non, c'est pas ça. C'est simplement que si tu veux, Éric Zemmour, il est comme tout le monde, il a le droit de dire ce qu'il veut, après c'est répréhensible. La connerie qu'il a fait, c'était de peut-être pas prendre les précautions oratoires nécessaires, c'est-à-dire il aurait dit, vu la misère dans laquelle vivent ces gens-là, ils n'ont rien d'autre à faire pour gagner leur vie que de vendre de la drogue, c'est déjà plus acceptable. S'il avait dit les gens qui envoient de l'argent dans les paradis fiscaux sont tous blancs, ça aurait été plus acceptable. Je crois qu'il n'a pas assez développé son propos et qu'il s'est enfermé dans une formule qui lui a été reprochée. Moi, encore une fois, je ne suis pas un censeur, moi, je ne suis pas un moraliste. Parce que Ruquier, t'es toujours pote avec Ruquier d'ailleurs, parce que j'ai l'impression qu'il t'a pas mal taclé suite à ce... Oui, parce que oui, lui, c'est quand même son chroniqueur. Il dit que c'est de ma faute si Zemmour a dit ça, ce qui est quand même incroyable. Je veux dire, Zemmour, il dit ce qu'il veut, et puis... Il dit que tu fais tout pour mettre en condition les gens pour qu'ils sortent ce genre de phrases. Après, on peut imaginer que ça se trouve... Ça, c'est un procès d'intention, ça, si tu veux, excuse-moi, mais ça, c'est un procès... Oui, non, mais ça, c'est un procès d'intention. Et ce que je lui ai dit à Ruquier, parce que je l'ai appelé après, en lui disant, tu m'accuses de ce qui s'est passé avec Zemmour, mais sur France O, Zemmour a tenu des propos racistes et je ne suis pas sur France O. Donc, si c'était de ma faute, ça aurait été le seul endroit où il se serait exprimé comme ça, alors qu'il a été condamné pour Salut les Terriens et pour France O. Mais on ne peut pas me reprocher à la fois de le laisser parler, de ne pas le laisser parler, de ci, de ça. Le mec, il vient sur mon plateau, il dit ce qu'il veut, il dit ça lui a été reproché. Moi, personnellement, j'ai même pas à me prononcer sur le jugement qui l'a condamné. Alors il y a un autre point aussi qui t'est pas mal reproché, et je dois avouer qu'en bossant, j'étais quand même assez d'accord, c'est la misogynie. Ah bon? Ouais. Je trouve qu'on a quand même l'impression que derrière le talent se cache quelqu'un d'affreusement misogyne. Pas du tout. Entre Miss France, quand tu parles de Miss France, que je me fous de la gueule des bimbos. Laurie Choleva qui est nulle à chier, et le pire, moi la séquence qui m'a le plus choqué, c'est la séquence avec Mila Jovovich, où on a l'impression qu'elle subit un véritable guet-apens. Mais pas du tout, c'est pas du tout ça. Je suis désolé d'être obligé de te l'expliquer, mais c'est pas du tout ça. C'est-à-dire que Mila Jovovich vient en France. Les gens qui interviewent Mila Jovovich, en général, ils ne travaillent pas. Donc ils lui disent, alors Mila Jovovich, vous avez été la femme de Luc Besson. Bon. Puis ça s'arrête là, en général, les interviews de Mila Jovovich. Ouais. Moi, j'ai travaillé et j'ai trouvé que son père avait été mis en prison en Amérique. Donc je lui raconte sa vie, comme je fais d'habitude, et à un moment, je lui dis, c'est là que votre père est mis en prison. Et là, elle pète un plomb. Mais voilà, c'est tout. J'ai pas... Mais moi, c'est pas ça qui me choque, Thierry. Je vois pas ce qu'il y a de misogyne là-dedans. C'est juste un journaliste qui prépare son interview. Ouais, mais tu as vu, reconnais l'ambiance qu'il y a autour sur le plateau avant d'en arriver là. Moi, ça me choque pas que tu vois le moment où tu lui parles de son père, c'est ton boulot, t'es journaliste, c'est tout à ton honneur. Ouais. Mais la pauvre meuf, elle comprend à moitié rien. T'as Bafi qui la coupe toutes les 2 secondes. Elle est complètement terrorisée. Moi, j'ai eu mal pour elle, quoi, pour le coup. Oui, moi aussi, ça m'a fait de la peine. Franchement, j'aurais préféré qu'elle réagisse mieux, mais qu'est-ce que tu veux? Elle était sans doute un peu chargée. Elle m'a jeté un verre d'eau à la gueule, elle est partie. Mais moi, j'ai pas le sentiment d'avoir été avec elle misogyne. C'est pas la misogynie, c'est pas ça. Et j'ai le sentiment simplement d'avoir fait mon boulot, d'avoir étudié un peu sa vie avant de l'interviewer, ce qui me semble être la moindre des choses quand on fait ce métier, quand même. Alors, misogyne, oui, on se foutait de la gueule des bimbos de la télé-réalité avec Bafi sur le plateau, tout le monde en parle. Mais enfin, c'est pas de la misogynie, parce qu'on se foutait aussi bien de la gueule de Stevie que de Marjolaine. Hein. Alors, un autre point aussi que j'ai pu constater, justement, en regardant l'évolution de ta carrière, de tes interviews, etc., c'est que j'ai l'impression que ces derniers temps, tu t'es fait vachement cannibaliser par tes auteurs. Quand on regarde les interviews de Lunettes Noires pour Nuit Blanche, qui sont... pour moi, c'est vraiment ce que je préfère chez Ardisson. C'est à la fois provoque, trash, culturel, érudit, etc. Aujourd'hui, quand je regarde Salut les Terriens, j'ai l'impression d'avoir, entre guillemets, une marionnette qui est pilotée par Kader Aoun et ses auteurs, où il faut sortir de la vanne. Non, c'est pas ça. C'est qu'on a décidé. Il y a un truc en France que tout le monde a toujours essayé de faire dans le talk show, c'est David Letterman. Disons, David Letterman, Jay Leno, etc. Ouais. David Letterman, il doit avoir une vingtaine d'auteurs qui travaillent pour lui, si tu veux. Et en plus, aux États-Unis, il répète les interviews. Nous, on les monte après, mais eux, ils les répètent avant. Donc, c'est ce qui revient à peu près au même. Il les répète avec les invités ou... Avec les invités. Et quand il répète avec l'invité, il y a les auteurs de Letterman, mais il y a aussi les auteurs qui travaillent aussi pour trouver des vannes pour l'invité. Et donc, si tu veux, on a décidé avec Canal+, on s'est dit, voilà, bon,
La seule chose qui reste à faire maintenant, c'est vraiment un talk show à l'américaine avec de l'info, de la vanne, de l'émotion, enfin un truc bon. Et on s'y est appliqué. Et c'est ce qu'on fait avec Salut les Terriens. Et je ne suis pas la marionnette de mes auteurs, mais simplement, oui, j'ai des auteurs. Et je pense que voilà, là aussi, c'est un peu comme le montage. L'idée, c'est de donner aux spectateurs, aux téléspectateurs, le meilleur possible, le meilleur spectacle possible. Et c'est vrai que si tu veux, moi, je peux faire des vannes moi-même, je suis capable d'en faire. Mais c'est vrai que de temps en temps, je suis heureux que mes auteurs m'en fassent. Et ça n'a rien de... Enfin, ça n'a rien de choquant. Mais comment ça se passe concrètement? Alors tu prépares ton interview et puis là tu as un mec qui dit ah bah tiens là, enfin je sais pas, tu prépares déjà quelques questions et non, après l'auteur ça se passe pas comme ça. ça. Le mardi soir, je reçois... Ça m'intéresse hein, parce que moi Le mardi soir, je reçois les vannes des auteurs sur les invités. Je reçois l'info pour préparer les interviews. Je reçois un dossier épais comme ça tous les mardis soirs. Et après, c'est moi qui, le mercredi et le jeudi matin, prépare mes interviews avec la matière qui m'a été donnée par mes collaborateurs. Alors maintenant, on va parler un peu d'un sujet qui me tient à cœur. C'est la télé d'aujourd'hui par rapport à la liberté des années 80. Parce qu'on en a déjà parlé un petit peu. Lunettes noires, émission culte, liberté totale, on pouvait fumer. Chez moi aussi, hein, d'ailleurs, les invités fument. J'ai pas encore eu de problème, parce qu'on n'a pas de CSA sur Internet. Oui, je sais, on peut parler des produits. Ah, il n'y a aucun souci, si tu veux dire une marque. Nokia, c'est un vieux portable. Des Weston, c'est un vieux portable Nokia pourri qui date de 1962. C'était incroyable, il y avait les bouteilles de mou avec la marque en énorme, les Rothman rouges, Bachoum qui te taxe une clope, je peux t'en taxer une, etc. Enfin, le pire qui s'est passé, c'est pas qu'on puisse plus fumer, qu'on puisse plus boire. C'est qu'en fait, aujourd'hui, la liberté d'expression c'est réduite à cause des associations. C'est ça le vrai problème, c'est-à-dire que tu ne peux plus rien dire sur personne, parce qu'il y a toujours une association qui te tombe sur le dos, c'est ça le problème. Alors, je parlais de lunettes noires, mais il y avait encore pire, il y avait Descente de police. Descente de police. Je les ai tous regardés. C'est un truc, alors j'ai envie de dire aux gens qui nous regardent, Descente de police, c'est Thierry Ardisson et un directeur artistique qui s'appelle Jean-Luc Maître, avec qui tu bossais dans la pub. Et tu avais les deux mecs avec deux impairs déguisés en flics qui déboulaient chez des artistes et qui les maltraitaient, mais avec un niveau, enfin, peut-être on passera un extrait, mais c'était un truc de fou, c'est-à-dire qu'il prenait le chanteur Yves Simon, il lui fracassait le crâne contre la baignoire, il le noyait. On lui a cassé une côte, enfin, on lui a fait une côte. Il avait du sang, là. Il avait du sang qui lui coulait du nez. Avec Karen Cheryl, on lui a coupé le doigt. Tu lui coupes le doigt. Les questions, Jeanne Masse, tu lui demandes pourquoi elle a des boutons sur la gueule, elle te répond que c'est parce qu'elle a ses règles. Absolument. Je vois que tu as bien vu. Ah non, mais j'étais sidéré par ces interviews. À qui tu demandes déjà si elle est clitoridienne ou vaginale c'est Jeanne Masse. Ou anale. Ou anale, c'est Jeanne Masse. Ça, c'est Jean-Luc Maître qui rajoute ou anale. Ou anale. Ça pourrait plus exister, ça, aujourd'hui. Non. Non, ça pourrait plus. Enfin, tu t'es quand même fait virer, hein. Je crois que Hervé Bourges... Oui, j'ai été viré au bout de 6 émissions. Mais quand même 6 émissions, quoi. Non, mais c'est... parce qu'ils ne les avaient pas vus avant. Le CSA, enfin, la haute autorité à l'époque ne les avait pas vus avant, sinon ils m'auraient viré avant. Non, je crois que ça a changé, oui, mais toute la société a changé. Je veux dire, il n'y a pas qu'à la télé. Je pense qu'il y a beaucoup moins de liberté d'expression que dans les années 70 et même au début des 80, c'est clair. Il y a aussi une petite nouveauté, c'est que justement, il n'y a plus tellement de nouveautés, quoi. Des nouveaux concepts, on va pomper des trucs aux États-Unis. Arthur, par exemple. Arthur, il a été pompé un talk show aux États-Unis, on s'est fait ridiculiser mondialement. Bon, ça vient des gens des chaînes aussi, je pense. Si tu veux, moi j'ai connu une époque où les gens des chaînes nous encourageaient à être créatifs. Non, mais toi, tu as écrit des centaines de concepts, quoi. Oui, mais pour les vendre, en tous les cas, il faut trouver des gens pour les acheter. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a en face de nous, sur les chaînes, des gens qui sont beaucoup plus frileux, si tu veux. Sur Canal, ça va un peu mieux, parce que c'est... Bon, Canal, je dirais que l'impertinence fait partie de l'ADN de Canal. Donc ils sont obligés d'être impertinents, ça fait presque partie du contrat de confiance avec leurs abonnés. Nous, quand on bossait sur France 2, moi je me souviens, les gens, ouais, alors t'as pas une idée, ah ouais, trouve-moi une idée pour cet été, ah ouais, c'est génial. Pourquoi... Il y avait une vraie... Aujourd'hui, quand tu vas raconter une idée dans une chaîne, tu as l'impression que tu les déranges, parce qu'en fait, ils se disent, oh là là, il va falloir que je prenne une décision. Donc, voilà, c'est très... Ça s'est beaucoup assagi, oui. Toi, tu continues à proposer des trucs aux chaînes ? Oui, bien sûr, je continue. Oui. J'en vends de temps en temps, mais là, je viens de faire une série sur Jimmy qui s'appelle Tout le monde en a parlé, qui a bien marché, qui marche bien. Ils m'en ont recommandé 10. Non, on essaye, mais si tu veux, c'est vrai qu'il y a moins de gourmandise des chaînes pour avoir des nouveaux concepts, pour avoir, par exemple, Paris Dernière, si tu veux. Je suis pas sûr qu'aujourd'hui, on me l'achèterait, quoi. Pourtant, ça fait 15 ans que ça dure. Alors, on va se détendre un petit peu maintenant. Et je t'ai préparé un petit... Je suis désolé, c'est plus fort que moi, mais toi qui es le roi du questionnaire et tout, je me suis dit quand même, je vais lui en faire un parce que voilà, quoi. Je voudrais voir ce que ça fait de poser un questionnaire à l'Ardisson. Donc je t'ai préparé un questionnaire Hardicon. Voilà, c'est un questionnaire, en fait, où une fois que tu as répondu, tu n'as plus d'amis.
Donc t'es prêt, Thierry? Ben, je vais te dire, oui. Alors, le truc le plus con que tu aies fait dans une émission et que tu regrettes? D'être allé pisser, je me souviens, je faisais une émission qui s'appelait Hardy Mat. Alors je me levais, je traversais le plateau, je descendais aux chiottes, je pissais, je m'égouttais la queue, et puis je remontais. Et les gens, quand je partais, quand je revenais, devaient siffler le pont de la rivière Kouai. Voilà, donc ça je pense que c'est très con. En effet. L'homme politique le plus con? Aujourd'hui, Ouais, aujourd'hui. je sais pas. Ou l'homme ou la femme. Hein. Ouais, ou la Ça femme, sera bien peut-être sûr. plus facile. Ouais. Je te tends une perche. Ouais, pourquoi? Tu veux que je te dise adieu Marie? Oui. Faut Non, être mais assez toi, le con. grand misogyne, tu vas Non, mais je ne forcément suis pas te du tout balancer à une misogyne. femme, D'abord, quoi. j'adore les femmes. Mais non, je pense que oui. Je pense qu'aller en vacances en Tunisie et prendre l'avion d'un pote de Ben Ali, c'est assez con, quoi. Les 3 animateurs télé les plus cons? Bah, Koé est très con, je pense. Ouais, j'ai l'impression que tu l'aimes pas, lui. Hein. Ben, pas vraiment, non. J'ai pas une grande sympathie Ça pour vient lui. d'où, ça? Je sais pas, bah, c'est comme ça. Je l'aime pas tellement. Quoi. Il m'amuse pas. Je trouve qu'il est un peu vulgaire. C'est la On vulgarité le qui voit te plus dérange. maintenant. On le voit plus du tout maintenant, de toute façon. Je sais plus où il est. Qu'est-ce qu'il fait? Mais toi, en quelque sorte, t'es un peu vulgaire aussi, parfois. Un bon? Rien que dans les exemples que tu viens de me citer, Ouais. quand tu parles d'aller pisser, que tu te secoues la queue et qu'on chope Ouais. la C'est marrant, c'est marrant. Ouais, c'est marrant. Je reconnais, j'adore. Ouais. Mais c'est vulgaire. Oui, c'est vulgaire. Ouais. Donc ça veut dire qu'il y a 2 races de vulgarité. Bah, Il y a la tienne et celle de Koé. Oui, bah, chez moi, C'est quoi la con- différence? Bah, chez moi, c'est contrebalancé par d'autres choses. Ouais, c'est ça. Alors que lui, c'est... Pur sucre, C'est pur porc. con. C'est normal, c'est un questionnaire hardi con. Les 3 patrons de chaînes télé les plus cons Aujourd'hui, dans l'histoire de je la sais télé. pas, non, dans l'histoire de la télé, moi, j'ai jamais eu à m'en plaindre des patrons de chaîne. Franchement, j'ai pas... non. C'est moins évident pour toi de répondre à cette question. Non, parce que c'est pas des- ça. c'est des Non, clients non, mais je potentiels. réfléchis, là, je suis en train de tous les T'as qu'à casser. dire dès qu'ils sont morts. Si, Philippe Guillaume, bah, qui est mort, justement. Alors, Philippe Guillaume était très con. Un jour, il m'appelle, je faisais une émission qui s'appelait Télézèbre. Enfin, je la présentais pas, mais je la Ouais, j'en produisais. souviens, ouais. Et un jour, il m'appelle, il me dit, voilà, je vais être obligé d'arrêter votre émission. Alors, je lui dis, pourquoi? Bah, il me dit, j'arrête Claude Sérillon, j'arrête Frédéric Mitterrand, donc je vais être obligé d'arrêter la vôtre. Mais je dis, pourquoi? Par symétrie. Il me dit, voilà, j'arrête votre émission par symétrie. J'arrête les 2 autres, j'arrête la vôtre. Voilà. Et je lui dis, mais vous savez que vous me devez beaucoup d'argent. Il n'y a pas de problème, on va vous donner de l'argent. Il n'y a pas de problème, on va vous payer vos indemnités. Mais on arrête l'émission, voilà. Je trouve ça hyper con parce que Hervé Bourges est arrivé sur, à l'époque, Antenne 2, un mois après. Et la première chose qu'il a dit, il faut reprendre Ardisson. Voilà. Donc c'était très con. Donc lui était très con. Voilà. Lui, Par c'est contre, sa vraiment un- fille est absolument charmante. Charmante. Ah, Charmante. moi je l'adore. Je l'adore Je lui fais un aussi. bisou, Virginie, si tu nous Virginie entends. Guillaume, moi j'aime beaucoup. Ouais. Ouais. Est-ce que prendre de la drogue, c'est con? Non, c'est pas con, simplement il faut maîtriser, quoi. C'est-à-dire que moi, quand je me suis drogué, à un moment, je maîtrisais plus rien du tout, donc là, ça devenait con, voilà. Mais d'une façon, à part ça, prendre de la drogue pour des gens qui contrôlent, ça n'a rien de con. Non. Alors, en parlant de... On n'a pas parlé de Sarkozy. Ah oui. Mais Sarkozy, j'ai jamais vu dans mes Parce que émissions. j'ai fouillé, j'ai googlisé, j'ai même dans ton site thierryardisson.fr, j'ai aucune Ouais. trace de Ardisson En et fait, Sarkozy. quand Qu'est-ce il qui est- s'est passé? Quand il est venu chez moi, quand il voulait venir chez moi, il hésitait entre Fogiel et moi. Et Franck Louvrier m'a dit, écoutez, Thierry, c'était ministre de l'Intérieur à l'époque, passez au ministère de l'Intérieur, vous allez le rencontrer, et puis si ça se passe bien, il fera votre émission. Et en fait, je suis arrivé, puis me croyant drôle, je lui ai dit, ah, vous êtes formidable, vous êtes un mix entre De Chavannes et Bonaparte. Et ça ne l'a pas fait marrer du tout, il a fait l'émission de Fogiel. Voilà. Mais je ne suis pas fâché avec lui non plus, quand on se rencontre, on se serre la main. Ouais, tu l'as déjà Mais- croisé depuis Bah oui, au Bristol, souvent, oui. Mais, Ça, c'est très chic. ouais, Tiens, on n'a pas parlé de cinéma. ouais. Ça fait 10 ans que tu te la joues producteur de ciné. Non, ça Il y a- fait pas il y a- 10 ans, ça fait 5 ans. 5 ans? C'est déjà beaucoup. Bon, en même temps, il n'y a toujours rien qui est sorti. Comment Bah ça se ouais, fait? parce que c'est long. Parce que j'ai fait des conneries, comme tous les gens qui débutent dans une profession, j'ai fait des conneries. Et puis ensuite, c'est très long. C'est un rythme qui n'a rien à voir avec la télé. C'est-à-dire, nous, la télé, on travaille d'une semaine sur l'autre, ça Ouais. va très vite. Au cinéma, pour écrire un scénario, c'est 1 an. Faire le casting d'un film, ça prend un temps infini. Enfin, voilà. Mais, donc voilà. Est-ce qu'on peut espérer voir quelque chose sortir de Dans les 2 ans qui viennent, oui. de l'usine Ardisson, Ouais, bien de la sûr. factory Ouais, Ardisson? bien sûr, bien sûr. Mais c'est très long et c'est plus compliqué que ce que je C'est croyais. quoi comme genre de film? Tu peux pas nous scooper un peu à la une? Non, là, non, c'est des bons sujets. Sinon, je ne travaillerais pas Ouais. dessus et je n'aurais pas trouvé de l'argent pour les développer. Mais disons que c'est long, oui. C'est un métier très, très frustrant, en fait. C'est pas si marrant que ça, en fait.
Bah, est-ce que je te vois à Cannes alors là pour aller prendre des coups avec Bec BD, J'y Valérie vais. Zetoun et compagnie hein. Non, j'irai pas à Cannes cette année. Avec tous mes tomes j'ai castés. Aucune raison d'y aller. Aucune raison d'y aller. Bon, t'es prêt pour la question finale? Vas-y. Alors Thierry. Thierry. Ouais. T'aurais préféré être Daniel Philippaki, Michel Houellebecq, David Letterman ou Claude Berry? Oui, oui, je sais cette question. Une fois, Bec BD avait dit Thierry Ardisson, qui voulait être Daniel Philippaki, Andy Warhol, Paul Morand, finalement ne sera aucun des trois. C'est pour ça que je suis Thierry Ardisson. Non, ça dépend des jours en vérité. Daniel Philippaki parce que c'est quelqu'un qui vit avec talent, qui a une personnalité extrêmement originale. C'est un vieil original. Claude Berry parce qu'il a produit des bons films. Non, non, je serais Thierry Ardisson. Voilà. Bon, c'est déjà pas mal. Bah écoute, Merci vu Thierry. ce que j'avais quand je suis arrivé à Paris, c'est pas mal. Merci Thierry. Merci. Et tu kiffes encore ou pas là? Kiffe quoi? La life? Super, parce que d'abord, j'habite dans un endroit charmant. Ensuite, j'ai effet. une femme qui est aussi charmante. Mon émission se passe bien. Dès que j'aurai mis un film en salle, ça ira parfaitement Les bien. enfants ont des bonnes notes à l'école? Voilà, ils sont formidables. C'est vrai. Ah ouais, vraiment. Non, mais dès que franchement, je crois que la seule chose qui me manque là, c'est de mettre un film en salle, et puis voilà. Bon, tu m'inviteras à la projection presse? Oui. Tiens. Salut Thierry. Je déteste Thierry Ardisson. Très bien, je ne serai pas le seul.